Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Et tout de suite, le sommaire de votre journal. Après une première partie réussie à Dakhla, les travaux du forum Transmontana se tiennent désormais à bord du bateau de croisière Rhapsody. On fera le point dès le début de ce journal et sur les prix remis hier à plusieurs invités de marque. On ira également à Tafraout pour parler du festival des amandiers. L'événement met à l'honneur la richesse et la diversité des produits du terroir, une véritable aubaine pour les coopératives agricoles de la région. Le lac d'Amras attire les amoureux de la pêche. Ces derniers y pratiquent la pêche sportive, un exercice qui confère beaucoup de plaisir. Il est surtout salutaire pour les ressources dont regorge le lac. Un reportage à suivre dans ce journal. À la une donc de l'actualité ce dimanche, les travaux du forum Transmontana, dont la première partie s'est achevée hier à Dakhla avec la remise des prix de la fondation Transmontana à des personnalités de marque comme Moustapha Cissé, président du Parlement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De jeunes leaders du Maroc et d'ailleurs figurent également parmi les nombreuses personnalités distinguées. C'est un reportage de Othman Tazi et Nisrine Hamdawi sur un récit d'Iman Ablou. Dakhla rayonne encore une fois sous les cieux de l'échange et du partage. L'Afrique est au cœur du débat. Ses leaders n'ont pas manqué à l'appel. Ils adhèrent aux efforts visant à promouvoir le développement, la paix et la stabilité d'un continent en pleine émergence. La première partie de cette grand-messe clôt ses travaux par un moment de reconnaissance à des femmes et des hommes au cœur généreux, à l'image du président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, de la première dame de la République des Palaos, ou encore l'ancien président d'Haïti, Michel Martelly. Tous reçoivent ici les prix de la fondation Transmontana. Je suis très fière d'être ici et de prendre part à ce forum. Je suis persuadée que les femmes marocaines et celles de mon pays ont des choses en commun. Elles font montre d'une force à toute épreuve. Elles se rendent utiles à leur communauté et servent les causes de l'enfance. C'est un honneur qu'on me fait. J'étais venu ici pour apprendre, pour partager, mais pas pour recevoir un prix aussi symbolique. Le fait de le recevoir, ça me va droit au cœur. Autre palmarès, celui des médailles d'or décernées au secrétaire général du Forum international pour l'énergie et à la conseillère économique pour l'initiative de politique de développement économique en Afrique. Aux côtés de ces personnalités, des jeunes leaders du futur sont aussi récompensés, une quarantaine au total, dont 13 jeunes Marocains issus des provinces du Sud. Je suis très reconnaissante à cette initiative. Il est ici question d'agir, de mener des actions maintenant. On doit tous agir comme une seule communauté. Ces prix donnent un coup de pouce précieux aux jeunes qui œuvrent dans plusieurs domaines. Leurs actions sont ici récompensées. Ma trajectoire est politique. D'autres se sont distingués par des réalisations dans les domaines sociaux ou économiques. Aujourd'hui, les travaux du forum se poursuivent à bord du bateau de croisière Rhapsody qui a pris le large, direction Casablanca. Et sans transition, les hauteurs de pluie relevées en millimètres pendant ces dernières heures par la météorologie nationale. Il est tombé 75 mm à Chefchaouen, 39 à Tanger, 23 à l'Alayesh, 19 mm ont été enregistrés à Taza, 12 à Rabat et entre 6 et 1 mm à Meknes, Sidi Slimane, Fez, Khribga, Stade et Casablanca. Pour les prévisions de demain, notez que le ciel sera passagèrement nuageux sur le Tangérois, le Rif et le Saïs et le nord oriental. Le temps sera ensoleillé dans le reste du royaume. Et direction justement le sud du royaume, plus exactement Tafraout, où se tient le festival des amandiers. L'événement coïncide avec la floraison des amandiers, une occasion de mettre à l'honneur la richesse et la diversité des produits du terroir. Avec cette foire qui leur est d'ailleurs entièrement consacrée, elle permet aux coopératives agricoles d'écouler plutôt leurs produits. El-Hijab Tamek et Souad Anached. Ils sont venus de tout le Maroc pour faire briller leurs produits. Plus de 100 exposantes et exposants
représentant leur coopérative animent cette foire où terroir, tradition et passion sont les ingrédients d'un potentiel aux mille et une facettes. Sur les étals, l'amande, vedette de l'événement, mais aussi d'autres produits qui font la fierté de notre terroir. Nous sommes fiers d'exposer nos produits ici, huile d'argan et ses dérivés, huile d'amande douce et amère, emlou et miel. C'est la 3e participation de notre coopérative. L'amande est fortement présente. C'est dérivé aussi en cosmétiques, huile d'argan, emlou et autres produits. La foire n'est qu'un des aspects du festival de Tafraout dédié à l'amande. Il ambitionne de valoriser ce patrimoine agricole. Il s'attache également à améliorer les conditions socio-économiques des populations locales à travers la consolidation des principes de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes aujourd'hui à une superficie de 162 000 hectares de culture de l'amandier, 185 000 à l'horizon 2020 dans le cadre du plan Maroc vert, 30 000 tonnes de production dans le Souss. Elle constitue 20-25% de la production nationale. Terre d'amandier, terroir d'avenir. L'intitulé de ce festival renvoie à une projection sur le développement de la filière amandière en tant que levier économique, culturel et artistique. Et on s'intéresse à présent à la filière du grenadier dans la province d'El Haouz. Cette culture s'étale sur 180 hectares. Elle bénéficie du soutien du plan Maroc vert. Elle représente également la principale source de revenus des agriculteurs qui développent des techniques d'irrigation par Sagia. C'est un reportage d'Amina Allem sur un récit de Zakaria Moqim Billah. Une journée studieuse pour ces agriculteurs de la commune de la Tsakerkous. Assistés par des techniciens agricoles, ils profitent d'une séance d'initiation au procédé de plantation des grenadiers. Choix des plants et des engrais, techniques d'entretien, les agriculteurs bénéficient d'un encadrement professionnel. Autant de clés qui leur permettront de réussir une bonne culture. Un projet lancé dans la province d'El Haouz sur une superficie de 180 hectares. Le projet de développement de la culture des grenadiers a un coût de 12 millions de dirhams. Il profitera directement à 400 agriculteurs et 3000 habitants vont bénéficier de ces impacts économiques. La promotion de la culture des grenadiers s'inscrit dans le cadre d'un programme intégré. Il est prévu de construire et de réhabiliter 5 km de Sagia pour garantir l'approvisionnement des agriculteurs en eau d'irrigation. Des routes sont aussi édifiées sur 15 km pour désenclaver ces zones rurales. Avant, il fallait 2 heures pour irriguer les champs avec l'eau des Sagia. Grâce à leur mise à niveau, cette durée est d'une demi-heure et cela permet d'économiser l'eau. Grâce à cette route, les douars sont désenclavés. Le trajet à la commune de la Tsakerkous ne dure pas longtemps. Cela est aussi bénéfique aux agriculteurs. La province d'El Haouz compte 120 hectares dédiés aux grenadiers. Il s'ajoute aux 60 hectares déjà exploités. Le projet est ambitieux. Il vise la création d'emplois avec une unité industrielle de commercialisation de la grenadine. La saison de la pêche est désormais ouverte. Elle a été lancée dans le lac Amras, dans la province d'Azro. Ce choix est motivé par la position géographique de ce site naturel. Ce dernier est réservé à la pêche sportive, également appelée pêche no-kill. Comme son nom l'indique, cette pratique consiste à relâcher systématiquement tous les poissons capturés. Les amoureux de la pêche y trouvent leur compte tout en préservant les ressources naturelles dont regorge ce site. Ahmed Fadeli et Boubkar Ben Ghabaret. Amras 3, un plan d'eau destiné à la pêche, exclusivement la pêche à la mouche ou no-kill. À Amras 3, on pratique une pêche écologique avec un objectif.
C'est une pêche donc qui a un objectif de conserver donc le capital de poissons dont on dispose au niveau du plan d'eau et aussi d'animer la concurrence et la compétition entre et un combat, créer un combat acharné entre le poisson et le pêcheur parce que le pêcheur il cherche toujours à améliorer sa capacité, à devenir plus habile. La pratique de la pêche no-kill implique un respect du poisson, un respect de la réglementation et du matériel de pêche. La pêche à la mouche, la différence qu'il y a, c'est-à-dire que vous la prenez pas dans la gorge ou dans les ouïes, vous la prenez tout autour de la bouche, d'accord? Donc l'opportunité qu'on a, comme ce poisson qui est hémophile, donc vous le relâchez et elle saigne pas. La pêche à la mouche, une pêche sportive qui vise à encourager le tourisme écologique de la région. Du lever au coucher du soleil, ils viennent de loin pour s'adonner à leur passion. C'est une pêche sportive, pas de poisson, on ne prend pas de poisson. Le plaisir, c'est uniquement de pêcher et de relâcher les poissons dans l'eau. Je pense que c'est l'endroit idéal pour débuter la pêche à la mouche. Et voilà quoi. T'as pêché quelque chose aujourd'hui? J'ai pêché 2 truites. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Nous venons souvent avec des amis ici à Mras 3. Nous pratiquons la pêche, nous relâchons le poisson. C'est cela, la pêche sportive. On oublie également les soucis de la semaine. De par sa position géographique, le site naturel à Mras 3 se distingue par sa richesse, sa biodiversité et l'abondance de poissons de haute qualité. Un lieu étalé sur une superficie de 8 hectares, un site qui fait le bonheur des amoureux de la pêche. L'actualité internationale est quant à elle dominée ce dimanche par les raids des aériens dans la bande de Gaza. Des avions israéliens ont attaqué dans la nuit une cible militaire du Hamas après l'explosion d'un engin piégé à la frontière entre cette région et Israël. Des chars israéliens ont également visé un poste d'observation appartenant au mouvement sans faire de victimes. Le centre de la localité syrienne de Afrin est totalement sous contrôle des forces turques. L'annonce a été faite par le président turc Recep Tayyip Erdogan ce dimanche. L'avancée des forces turques a entraîné ces derniers jours un exode massif de civils, faisant craindre un nouveau drame humanitaire dans ce pays ravagé par un conflit entré dans sa 8e année. En Russie, plus de 100 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leur nouveau président. Les bureaux de vote enfermés il y a 1 heure. Le chef d'État sortant Vladimir Poutine serait en route pour un 4e mandat. L'enjeu pour le Kremlin réside dans la participation. En fin d'après-midi, le taux de participation s'est élevé à plus de 50%. En Australie, de gigantesques feux de forêt ont embrasé l'État du Victoria au sud du pays. Ils ont causé la perte d'une dizaine d'habitations et forcé des dizaines de personnes à quitter leur maison. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour maîtriser les flammes. Les vents forts compliquent leur mission. Retour à l'actualité nationale, Maroc 2026, de grandes ambitions et de grands moyens pour le dossier de candidature du Maroc. Les grandes lignes de ce projet ont été d'ailleurs dévoilées hier en grande pompe à Casablanca lors d'une conférence de presse. Le Maroc, terre de football, propose d'organiser une Coupe du Monde réussie, responsable et profitable au continent africain. Boubkar Ben Ghabret. Très attendue, la présentation du dossier du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Dans une salle aménagée en mini-stade de football, le président du comité de candidature expose les grandes lignes du dossier. La qualité des terrains représente 35% de la note finale attribuée par la FIFA, les transports 13% et l'hébergement 6%. Pour l'acceptation d'un stade de football, aujourd'hui, pour la FIFA, il y a 172 critères qui sont extrêmement complexes et contraignants. Nous avons travaillé pour préparer ce qu'on appelle le bid book, donc ce qui a été présenté à la FIFA, qui est structuré en 24 tomes, 24 chapitres, 40 000 pages, donc c'est énorme. Il y a une équipe de 80 experts qui a travaillé sur tous les plans. Et donc nous avons présenté un dossier que nous considérons aux normes internationales.
Le président du comité de candidature a mis également en exergue les retombées socio-économiques. Celles-ci devraient se chiffrer à environ 2,7 milliards de dollars sur la période 2019-2027, avec par ricochet la création de 110 000 emplois à plein temps. Le dossier Maroc est bien ficelé. Nous sommes très contents d'avoir respecté les délais et nous sommes rentrés complètement dans la stratégie qui nous a été tracée par Sa Majesté, d'avoir un dossier techniquement professionnel présenté sans pour autant changer quoi que ce soit au niveau de la stratégie du royaume. Le Maroc est en concurrence avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Notre dossier est bien étoffé. Le Maroc représente le continent africain, dont les pays appuient notre candidature. L'infrastructure de la Coupe du Monde 2026 coûtera au Maroc 15,8 milliards de dollars. 3,2 milliards seront investis par le secteur privé. 12,6 milliards de dollars seront injectés par le secteur public. Levé de rideau hier sur le Festival national du film de Tanger. Le grand vainqueur de cette 19e édition est Fawzi Ben Saïdi. Son dernier long métrage Volubilis a tout raflé. Il a remporté le grand prix du festival, le prix du scénario, le prix de la meilleure musique originale et les prix du premier rôle masculin pour l'acteur Mouhsin Malzi et du premier rôle féminin pour l'actrice Nadia Kounda. Une pluie de récompenses qui fait le bonheur de toute l'équipe de ce film. Côté court-métrage, c'est Madane Razouani qui a remporté le grand prix du festival avec son film Les Corbeaux. C'était donc l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Merci d'avoir été des nôtres. L'information sera de retour à 20h30 en compagnie de Reda Labidi. Ce sera en langue arabe cette fois-ci. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al Oula.